Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Avec la situation économique de 2022, un marché de l'emploi fluide, les entreprises ont connu des difficultés inédites pour retenir les talents, en particulier les cadres. Le turnover s'est accentué. Toutes cherchent à recruter les personnes les plus motivées, à mieux intégrer ces nouveaux salariés et à comprendre les causes de leur départ. Alors comment retenir ces fameux talents dans les entreprises en 2023 ? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Emmanuel Kahn, responsable du pôle études de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui recense des offres d'emploi et produit des baromètres réguliers sur 7 catégories spécifiques de salariés. Bonjour Emmanuel Kahn. Bonjour. Alors une étude Focus de l'APEC réalisée sur 3100 cadres du privé et publiée en septembre 2022 révèle le phénomène des démissions précoces des cadres. Un processus qui vient compliquer les recrutements déjà difficiles. Quel pourcentage des cadres a déjà démissionné de façon précoce et pour quelles raisons ? Alors c'est une question dont on parle assez peu. Et pourtant, ces démissions précoces, celles qui ont lieu dans les 2 premières années suite à la signature d'un CDI, elles sont en fait loin d'être anecdotiques. C'est très précisément 22% des cadres qui ont connu une telle démission précoce dans les 10 dernières années. Un cadre sur 5 tout de même, c'est une part assez importante et ça pose la question de la forme de ces démissions. Alors, c'est des démissions qui ont lieu le plus souvent dans les 6 premiers mois, parfois même durant la période d'essai. Et elles font suite à 2 types de situations. La première situation, c'est tout simplement une opportunité qui s'est présentée. Alors, soit une opportunité nouvelle, soit une opportunité en fait qui fait suite à des démarches qui avaient été enclenchées avant même la signature du dit CDI. La deuxième situation, c'est un hiatus ressenti par les cadres entre la façon dont le poste leur a été décrit lors du recrutement et la réalité concrète du poste tel qu'ils le perçoivent. Ce hiatus, il peut en fait être un simple malentendu, ou on pourrait dire un quiproquo, mais il peut aussi s'agir d'une surpromesse, tout simplement. Alors, un hiatus à quel sujet ? Ça peut porter sur différents aspects, sur les contours du poste lui-même, le rôle et les responsabilités du poste, sur les possibilités d'évolution, ou encore sur le style managérial, lui aussi, qui est fréquemment évoqué par les cadres. Quoi qu'il en soit, après une démission précoce, pour l'entreprise, c'est retour à la case départ et il faut réamorcer un processus de recrutement. En quoi ces démissions viennent-elles rajouter aux difficultés inédites des recrutements actuels ? C'est vrai, la période actuelle est marquée par des niveaux de tension inédits sur les recrutements, et notamment pour les postes de cadres. Quasiment 8 entreprises sur 10 qui ont un projet de recrutement de cadres pour le trimestre à venir s'attendent à rencontrer des difficultés, et c'est un taux qui n'a pas baissé au cours des 18 derniers mois. Ces difficultés, elles ont des conséquences sur les délais moyens de recrutement. Pour rappel, ça a progressé de 9 à 11 semaines en moyenne, et ça peut même aller jusqu'à des abandons de recrutement. À leur tour, ces délais de recrutement, ils ont des conséquences sur les entreprises, à la fois sur le moral des collaborateurs, mais aussi sur l'activité même de l'entreprise ou ses performances. En parallèle de ces difficultés, il y a 2 autres éléments qui témoignent des fortes tensions. Le nombre d'offres d'emploi cadre disponibles, qui ne cesse de croître, c'est plus 20% en 2022 pour les offres d'emploi cadre publiées sur le site de l'APEC. Et puis le deuxième élément, c'est que les cadres sont de plus en plus chassés, même lorsqu'ils ne sont pas dans une démarche active de recherche d'un nouvel emploi. Alors c'est dans ce contexte de tension aiguë que les démissions précoces, qui sont pas nouvelles, il faut le rappeler, mais c'est dans ce contexte que ces démissions précoces prennent un sens tout particulier. Tout particulier parce qu'elles pointent les limites de la promesse employeur. Avec la concurrence, il y a un enjeu fort de différenciation qui peut mener à vouloir survendre les postes ou tomber dans la surpromesse. Pour éviter de se surexposer à ces démissions précoces, il va falloir évidemment éviter cette surpromesse. La deuxième raison pour laquelle ça prend un sens tout particulier, c'est parce que ça soulève la question de la durabilité de ces recrutements. Une démission rapide, c'est réenclencher un nouveau processus de recrutement alors même que ces processus sont longs, sont coûteux en ressources et peuvent même avoir des impacts sur les équipes en place, avec la charge à absorber, avec une formation des nouveaux collaborateurs qui pourraient être à refaire. Et puis, les candidats qu'on a rencontrés dans le processus de recrutement précédent, avec un marché qui bouge rapidement, ne sont plus forcément disponibles.
Donc ce contexte de forte tension, paradoxalement, il incite à sortir d'une vision court-termiste du recrutement. Alors comment améliorer l'onboarding des cadres dans les premiers temps qui suivent la prise de poste ? Alors au-delà des conseils concrets qu'on peut trouver ici et là, il y a une chose qui me semble capitale pour qu'une prise de poste démarre vraiment sous les meilleurs auspices, c'est d'incarner les promesses faites lors du recrutement. 34% des cadres, donc un cadre sur 3, nous dit qu'il y a un écart important entre la réalité du poste et ce qui leur avait été présenté lors des entretiens de recrutement. C'est encore plus fort pour les postes plus juniors où c'est 51% des plus jeunes qui nous indiquent qu'il y a un écart fort entre ce qu'on leur a dit et la réalité du poste. Donc pour soigner la prise de poste, je dirais d'abord et avant tout, accorder la parole aux actes. Pour le reste, les points d'intention, ils sont similaires, ils sont analogues au reste du parcours. Ça tourne autour des principales attentes des cadres. Et puis largement, quels sont les principaux leviers à la disposition des entreprises pour retenir ces fameux talents ? À quelles attentes des cadres elles doivent répondre ? Alors c'est un vaste sujet, la fidélisation comme les démissions précoces prend un sens tout particulier dans ce contexte de difficulté de recrutement. Globalement, les cadres sont investis dans leur travail et plutôt très attachés à leur entreprise, il faut le rappeler. Ils ont en moyenne 11 années d'ancienneté dans leur poste. Pour autant, dans la période actuelle, ils s'interrogent sur leur niveau d'investissement, ils s'interrogent sur l'évolution de leur rémunération, ils s'interrogent sur les opportunités qui existent ailleurs, ne serait-ce que parce qu'ils sont de plus en plus contactés en approche directe par des entreprises, des intermédiaires du recrutement. Pour retenir les talents, il faut s'atteler à répondre à leurs principales sources de motivation, à commencer par trois dimensions clés. La première, c'est sans doute l'autonomie dans l'exercice des responsabilités. C'est la source de motivation numéro 1 chez les cadres, en plus d'être un facteur identitaire chez les cadres. Donc ils souhaitent des marges de manœuvre, d'avoir les coups des franches pour agir, et ça relève à leurs yeux de la définition même de leur poste, des moyens dont ils disposent pour mener à bien leur mission. Le deuxième levier concerne la reconnaissance, l'évolution professionnelle tout au long du parcours. La reconnaissance, c'est la première attente qu'expriment les cadres vis-à-vis de leur manager et qui doit être travaillée dès les premiers mois en poste et qui doit pouvoir se matérialiser régulièrement dans des évolutions professionnelles, que ce soit des évolutions de périmètre d'activité, de niveau de responsabilité ou encore des promotions plus formelles. Troisième axe que je voulais évoquer avec vous pour retenir les talents, c'est le sentiment d'utilité et de sens du travail réalisé. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le sujet. Il faut surtout définir ce qu'on entend par là, et c'est une notion qui concerne à la fois le rôle de l'entreprise dans la société et le rôle du collaborateur dans son entreprise. Quand ces éléments-là de sens et de sentiment d'utilité font défaut, c'est une source de démotivation majeure pour les cadres. Donc il s'agit pour fidéliser d'expliquer, de communiquer, d'incarner la place de chacun dans le collectif, dans l'entreprise et le rôle de l'entreprise dans la société. Alors avec ces trois dimensions, l'autonomie, la reconnaissance et le sens du travail, on sent bien que ce sujet de la fidélisation, il relève à la fois des ressources humaines et du management de proximité et probablement même de leur synergie, de leurs interactions ensemble. Dans le contexte actuel d'inflation, est-ce que la rémunération n'est pas l'élément clé pour retenir ces cadres ? Alors j'ai soulevé 3 leviers, évidemment, il y a ce 4e levier de la rémunération et de son évolution, vous avez raison. Bien avant le contexte d'inflation, c'était déjà un sujet pour les cadres, un sujet crucial, un critère primordial dans leur choix d'évolution professionnelle. Mais c'est vrai qu'avec l'inflation, il y a une inquiétude croissante du côté des cadres et on est aujourd'hui à 2/3 des cadres qui sont préoccupés par l'évolution de leur pouvoir d'achat. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer que changer d'entreprise leur permettrait un gap salarial. C'est 44% des cadres qui considèrent qu'ils pourraient gagner au moins 5% de salaire de plus s'ils changeaient d'entreprise, contre 26% il y a 6 mois, une progression qui est vraiment frappante. Et dans les faits, les marges de négociation à l'embauche semblent effectivement avoir progressé en 2022. Alors effectivement, cette reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure, elle passe notamment, pas seulement, mais notamment par une évolution de rémunération. Une évolution qui doit ponctuer le parcours et à plus forte raison en ce moment dans le contexte d'inflation. Il y a aussi le télétravail qui s'est largement généralisé chez les cadres depuis la crise. Est-ce qu'il peut être mis en avant par les entreprises pour fidéliser ? Là aussi, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, et à juste titre parce qu'il s'est fait une vraie place parmi les attentes des cadres. Donc, au-delà de la souplesse dans l'organisation de travail hybride, il y a une attente forte sur la conciliation des temps de vie, pour les hommes comme pour les femmes cadres d'ailleurs, et puis des attentes autour des conditions dans lesquelles les cadres peuvent exercer leurs fonctions. Le télétravail, ou plutôt l'absence de télétravail, peut effectivement être rédhibitoire pour un nombre de cadres, mais pour les inciter à se projeter, à rester dans l'entreprise, il faut sans doute aller plus loin, avec une vision plus large de la flexibilité.
et puis proposer des conditions jugées propices au bon travail. Et dans ces conditions, on retrouve notamment ce bon degré d'autonomie, on y revient, à cette autonomie tant recherchée par les cadres. Par ailleurs, le télétravail doit s'accompagner d'efforts sur le collectif. On l'a vu dans nombre de nos travaux, il y a des attentes du côté des cadres, comme des chefs d'entreprise et des managers et des RH, sur le fait de réimpulser un collectif de travail. Et on retrouve effectivement chez les cadres en bonne place dans ce qui peut leur donner envie de rester dans une entreprise, l'ambiance de travail et les relations avec leurs collègues. Vous parliez des jeunes cadres, ceux en début de carrière. Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte ? Alors, tout n'est pas radicalement différent pour les jeunes cadres. Ils sont globalement attachés aussi à leur entreprise. Les grands leviers de fidélisation que j'évoquais tout à l'heure sont globalement similaires. Pour autant, il y a effectivement des spécificités, et notamment, ils se positionnent différemment face au changement d'entreprise. Ils sont plus disposés à changer d'entreprise. Ils voient le changement d'entreprise davantage comme une opportunité. Ils sont plus convaincus qu'ils pourraient gagner un salaire plus élevé s'ils devaient changer d'entreprise. Et pour ce qui est de leurs attentes, elles incluent, comme pour les autres, la reconnaissance, l'autonomie, la qualité de vie, conditions de travail, le sentiment d'utilité, le collectif de travail. Mais effectivement, ils se distinguent par l'importance qu'ils accordent à l'évolution professionnelle. C'est un enjeu fort pour eux, avec une volonté marquée de développer leurs compétences, de gagner en responsabilité, de voir leur salaire évoluer. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ils comptent spécifiquement sur leurs managers pour les aider à lever les freins à cette progression, à ce développement. La rétention des talents va-t-elle rester une préoccupation forte pour les entreprises en 2023 ? D'après nos travaux prospectifs, la fidélisation devrait rester effectivement au cœur des préoccupations des entreprises au cours de l'année 2023. Tout n'est pas écrit d'avance pour l'année 2023. L'INSEE a cette jolie formule, les indicateurs suggèrent une situation conjoncturelle tout à la fois hésitante et relativement résistante. Pour ce qui est de l'emploi cadre, effectivement, la résistance est au rendez-vous. Tous les ingrédients semblent réunis pour un premier trimestre, à tout le moins, qui soit très dynamique. Pour l'ensemble de l'année à venir, 3 forces majeures devraient structurer l'emploi cadre. D'abord, la première, les difficultés de recrutement devraient rester majeures. On voit bien, on l'a évoqué, l'impact que ça peut avoir sur l'importance des démissions, notamment des démissions précoces, et sur l'enjeu de leur prévention. La deuxième ligne de force, elle concerne le pouvoir d'achat. Effectivement, le pouvoir d'achat devrait rester au cœur des préoccupations des cadres, et on comprend comment ça peut aviver l'intérêt pour le changement d'entreprise si les politiques de rémunération devaient ne pas évoluer dans les entreprises. La troisième, enfin, concerne les attentes des cadres, dont on a déjà parlé, mais les attentes des cadres devraient s'affirmer encore davantage compte tenu de la position plus favorable qu'ils ont sur le marché. Alors, on aura besoin de consolider dans les entreprises les éléments d'autonomie, de reconnaissance, d'évolution professionnelle, qualité de vie, les collectifs de travail qui sont le ciment de l'entreprise et qui sont au cœur des attentes des cadres. Avec ces 3 lames de fond, difficultés de recrutement, pouvoir d'achat et nouvelles aspirations des cadres, on voit bien comment les enjeux de fidélité devraient rester sur le haut de la pile pour les DRH comme pour les managers tout au long de l'année 2023. Merci Emmanuel Kahn. Merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.